Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième saison du Cloud Talks France. Je suis Leïla Bouen, CMO chez Trade Union et je suis accompagnée par Nicolas Borde, architecte AWS chez Trésor. Bonjour Nicolas. Bonjour Elia. Bon webinaire. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, sans surprise, on va parler de Kinesis. Qu'est-ce que c'est Kinesis? Là, ça sera une bonne première introduction pour comprendre qu'est-ce que c'est cet outil au final. On décortiquera un peu ce que ça veut dire quand même un flux de données. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, les data streams, le streaming, les flux de données pour les plus francophones. Euh, on va voir un petit peu tout ça. On regardera un petit peu les concepts, du coup, qui se cachent derrière Kinesis pour comprendre un petit peu voilà, toute la terminologie et comment tirer au maximum de cet outil. Il y a quelques limitations, évidemment, comme avec tous les services à AWS. C'est bien de les connaître, c'est bien de savoir celles qu'on peut augmenter, celles qu'on ne pourra pas augmenter parce qu'elles sont malheureusement gravées dans le marbre. Et puis, on terminera par quelques exemples d'architecture pour voir comment est-ce que vous pouvez, vous, demain, ou même dès cet après-midi, utiliser Kinesis dans votre infrastructure. Ok. Commençons déjà, mais c'est quoi Kinesis? Alors, j'ai repris la définition que nous donne AWS, et puis j'ai highlighté les petites choses qui me semblent être intéressantes. Donc, Amazon Kinesis facilite la collecte, le traitement, l'analyse de données en streaming en temps réel. Donc ça c'est plutôt intéressant. On voit que c'est déjà un service où on va traiter de la donnée qui va être capable aussi bien de faire de l'ingestion de données, donc ça c'est la phase collecte, le traitement, donc ça veut dire manipulation sur la donnée, éventuellement de l'analyse, donc on pourrait se dire exploiter sa donnée. On va différencier traitement et analyse. Le traitement, ça peut être la modification de la donnée, la restructuration, la modification de la donnée, et l'analyse, ça va plutôt être son exploitation, faire des statistiques, faire un petit peu par la donnée. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut bien différencier le traitement et l'analyse, afin d'obtenir rapidement des informations stratégiques et de réagir rapidement. Amazon Kinesis offre des capacités cruciales pour traiter de façon économique. C'est toujours intéressant de savoir que ça ne va pas nous coûter forcément un bras. Des données en streaming à n'importe quelle échelle. Toujours la notion de scalabilité chez AWS est quand même important. On est sur un service qui est managé, c'est plutôt intéressant. Ainsi que la possibilité de choisir les outils les mieux adaptés aux besoins de votre application. Donc avec Amazon Kinesis, vous pouvez intégrer des données en temps réel, comme de la vidéo, de l'audio, des journaux d'application, des flux de clics sur le site web et des données de télémétrie IoT. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de flux de données, quand on parle du streaming, on pense souvent à tout ce qui va être Netflix, VOD, etc. Alors oui, en effet, ça c'est une forme de streaming, mais tout ce que vous faites sur un site internet qui peut être traqué par Google Analytics, ce genre de choses, c'est aussi un flux de données en fait en temps réel sur l'activité des utilisateurs. Donc c'est un flux de données, on verra juste après ce que ça implique, mais en tout cas, Kinesis est capable de traiter de la donnée de différentes natures, de différents types, de l'audio, de la vidéo, ou du texte au final, qui peut soit être des journaux d'application, donc en fait des logs. Pour du coup de l'apprentissage automatique. Ça c'est toujours cette partie machine learning qui est quand même assez omniprésente chez AWS. Et puis quand on a de la donnée, évidemment aujourd'hui, on se contente plus de la stocker dans d'immenses bases de données, on a envie de l'exploiter pour nos besoins métiers, pour nos besoins business. Amazon Kinesis permet de traiter des données à mesure de leur réception, de réagir instantanément ou attendre que toutes les données soient collectées pour démarrer leur traitement. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant parce que on va avoir besoin, on va avoir envie de pouvoir travailler sur notre donnée en fait à chaud, en temps réel, de pouvoir du coup observer des tendances, des variations, plutôt que de devoir attendre un certain temps qu'on ait agrégé, qu'on ait emmagasiné de la donnée pour ensuite pouvoir lancer des phases de traitement et donc du coup réagir un petit peu après coup, vraiment de faire une analyse un peu plus à froid de ce que notre donnée contient et de ce qu'elle nous apprend. Kinesis, du coup, ça a été lancé en novembre 2013, donc c'est quand même un service qui a maintenant presque 10 ans, donc il y a quand même pas mal de recul dessus. C'est un service qui est managé, donc ça c'est quand même extrêmement important. Service managé, ça veut dire que vous n'avez pas de gestion de l'infrastructure sous-jacente, donc vous n'avez pas de machine, de taille de machine à choisir comme vous pouvez avoir ça sur EC2, sur RDS, etc. Là, vous avez juste vous avez le service qui est régional. Donc ça, c'est toujours intéressant. Pas besoin de choisir un subnet, donc du coup, qui sera attaché à une zone de disponibilité. Donc du coup,
par défaut, by design, en fait, vous savez, c'est multi-AZ. Donc, une AZ, vous savez, c'est une Availability Zone, donc un data center dans une région AWS. Il fonctionne en deux modes, en provisionné ou en mode on-demand. Donc, on verra un petit peu les différences. Il a une rétention de 24 heures à 1 an. Et ça, c'est plutôt pas mal. On verra ensuite dans son fonctionnement interne qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il puisse avoir une rétention quand même plutôt intéressant. Évidemment, on a du chiffrement via KMS. Ça, c'est toujours intéressant de savoir que ce qui transite dedans est chiffré du coup par KMS. Dès lors que vous mettez dans Kinesis, évidemment, c'est indétectable et Amazon ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, ça, c'est la sécurité offerte par KMS. On fera d'ailleurs un épisode dédié sur KMS parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et voilà, de bien comprendre comment ce service fondamental au final de la plateforme AWS fonctionne. Kinesis, c'est aussi le cœur d'un écosystème de plusieurs services managés. On a vu tout à l'heure dans les descriptions du service que ça pouvait traiter des flux de données, de la vidéo, etc. C'est des parties de Kinesis qui peuvent faire ça. On détaillera ça un petit peu après. Alors, qu'est-ce que c'est un flux de données? C'est quand même intéressant. Vu qu'on va parler de ça pendant 1 heure, c'est quand même intéressant qu'on soit tous un petit peu au même niveau. Donc, j'ai pris la définition de Wikipédia, mais qui pour moi je l'ai trouvé assez propre, mais on va essayer de l'expliquer. Donc, dans la communication orientée connexion, un flux de données est la transmission d'une séquence de signaux cohérents codés numériquement pour transmettre des informations. Ouf. Allez, on va s'arrêter un peu sur ça. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, au final, on se dit que c'est une succession, d'accord, de petits paquets d'informations au final. Et du coup, quand on les regarde tous les uns à la suite des autres, eh ben, en fait, ça forme quelque chose, on a l'impression qui est vraiment en continu. Mais quand on regarde, en fait, au final, un flux de données, c'est juste des petites parties qu'on va envoyer de manière assez rapprochée pour pouvoir, à la fin, quand on les regarde à une certaine vitesse, au final, on a quelque chose de cohérent. Typiquement, les symboles transmis sont regroupés en des séries de paquets. Voilà, c'est effectivement ce que je viens de dire. Un flux de données est devenu omniprésent. Tout ce qui transite sur Internet est sous forme de flux. L'utilisation d'un téléphone mobile pour une conversation transmet le son sous forme de flux de données. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément cette sensation-là. De même, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, quand vous regardez une vidéo on voit en fait le résultat, c'est-à-dire qu'on voit ben, quelque chose qui est fluide en fait. On n'a pas une interruption pour télécharger chacun des paquets. Parce que, tout simplement, ça va tellement vite que on a l'impression que c'est vraiment comme un cours d'eau. Au final, un fleuve ou un cours d'eau, c'est vraiment juste on peut voir ça comme une succession de gouttes qui avancent chacune un petit peu à chaque fois. Sauf que c'est tellement dans un ensemble cohérent qu'on a l'impression que c'est en continu. Mais on peut toujours réduire un flux de données en fait à un paquet unitaire, à un ensemble, un petit ensemble de données unitaire, et on va en avoir une succession les uns à la suite des autres. D'ailleurs, un exemple que vous savez sûrement, quand vous regardez une vidéo, en fait, ou même quand une caméra filme, en fait, elle ne filme pas un flux complet, en fait, elle va prendre une série de photos. Donc, cinéma, c'est 24 images ou 25 images par seconde. Et en fait, simplement, quand on met toutes ces images les unes à côté des autres, ben, notre œil a l'impression qu'il se passe un mouvement et que c'est fluide. Quand on regarde une vidéo, on voit pas chacune des 25 images qu'il y a eu dans une seconde, sinon on aurait la gerbe, je pense. Mais donc du coup, c'est pourtant derrière, on peut résumer une vidéo à une succession de photos extrêmement rapprochées. En fait, un flux de données, c'est vraiment ça. C'est une succession de petits paquets d'informations associés les uns aux autres. Pour illustrer ça, on peut juste prendre la phrase Hello World, phrase extrêmement basique, courante. Donc quand vous la lisez comme ça, vous lisez Hello World. Alors, en fait, si on décompose, en fait, votre cerveau, il a lu H-E-L-L-O, il a vu un espace, et après il a lu W-O-R, etc., etc. Et donc tout ça, il a vu que c'était Hello World, sauf qu'en fait, derrière, en fait, Hello World, pour que je vous transmette cette information-là, si je vous avais envoyé successivement chacune des lettres, à la fin, vous avez pu vous comprendre de quoi il s'agissait. Mais d'un point de vue transmission, c'était plus facile de vous envoyer typiquement chacune des lettres. Un flux de données, c'est ça. C'est que vous allez recevoir un paquet d'informations. Ici, j'ai décidé que le paquet d'informations, c'était un caractère.
Donc, j'ai découpé ma phrase par chaque caractère, l'espace étant aussi un caractère, c'est pour ça qu'il y a un paquet qui est vide. Mais j'aurais très bien pu décider de découper par toutes les 3 lettres, tous les 3 caractères, tous les mots, peu importe. L'important, c'est qu'on ait une définition de ce que c'est un paquet. Et à partir de là, en les envoyant de manière successive, on va arriver à reconstruire un flux de données. Voilà. Bon, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases, qu'est-ce qu'un flux de données? On va essayer de rentrer un peu plus dans comment est-ce que ça s'applique à Kinesis. Donc, c'est quoi en fait les concepts qu'on va retrouver dans Kinesis? Dans Kinesis, on a 2 grands concepts. On a du coup les producteurs et les consommateurs. Donc, on a ceux qui vont publier dans Kinesis et ceux qui vont en fait consommer le stream, donc ceux qui en fait qui vont lire le stream Kinesis. Donc, je vous ai mis toujours un lien. Hein. Vous avez en bas des slides qui vous amènent enfin, sur la page des concepts clés que décrit AWS, que j'ai essayé du coup de reprendre et de simplifier, de vulgariser un petit peu plus. Mais effectivement, le principe est là, c'est qu'on peut avoir N personnes qui vont pousser des données dans Kinesis, on va avoir potentiellement N personnes qui vont lire cette donnée dans Kinesis. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme premier concept. Donc, des producteurs, des consommateurs. Le deuxième concept, c'est ce on va parler de data record. Donc, le data record, au final, c'est les paquets dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut avoir 1 mégaoctet de données par data record. Ces data records vont contenir une clé de partition. Ça, c'est à vous de la fournir. On va voir juste après ce que ça implique. Et ça va contenir un numéro de séquence. Ça, c'est géré par Kinesis. Donc, en gros, dès que vous allez pousser une donnée dans Kinesis, lui, il va prendre votre data record, il va lui donner un séquence number qui va être incrémental, donc qui va se suivre dans le temps. Et donc, ce qui va vous permettre, à l'intérieur du stream, d'avoir un ordonnancement des données, donc des data records qui ont été mis dedans. Donc là, typiquement, si je reprends mon exemple, voilà, j'ai décidé qu'ici, mon data record, c'était 4 caractères. Alors, il se trouve que sur le dernier, je n'avais pas 4 caractères, donc j'en ai mis 3. Les data records peuvent avoir du coup des tailles variables. Ça, c'est vous qui définissez ça, juste dans la limite maximum de 1 méga par data record. Je passe un peu vite. On va revenir du coup sur la notion de shard. Alors, un shard, en fait, c'est ce qui va contenir un ensemble de data record. D'accord? C'est ce qui va déterminer la capacité de traitement de votre stream Kinesis. D'accord? Vous voyez un shard comme étant en fait un tuyau que vous allez mettre au sein de Kinesis. Quand vous allez envoyer votre donnée, vous allez du coup, comme on a dit tout à l'heure, spécifier une partition key. Et en fonction de cette partition key, on va arriver du coup sur un shard. Dans un shard, il va avoir une capacité d'ingestion de 1000 écritures par seconde ou de 1 mégaoctet de data seconde. Okay, et vous allez avoir 5 lectures secondes ou 2 mégas de lecture seconde. Vous savez, donc les producteurs vont pouvoir faire jusqu'à 1000 écritures secondes sur un shard, ou l'équivalent de 1 méga de data par seconde, et les consommateurs, eux, pourront lire jusqu'à 2 mégaoctets de data par seconde sur un shard. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'unité de mesure de la capacité de votre stream Kinesis. Évidemment, si vous mettez 100 shards, du coup, vous avez une capacité d'ingestion de 100 mégas secondes et du coup de 200 mégas en lecture. D'accord? Mais c'est vraiment l'unité de mesure, l'unité de calcul de la capacité que peut avoir votre stream Kinesis à ingérer de la donnée et du coup à la délivrer de l'autre côté. Ça se mesure du coup en shard. La partition key. La partition key, elle va permettre d'affecter au final votre data record sur un shard. Okay, si vous vous souvenez de l'épisode sur DynamoDB, d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube de CloudTalk France ou sur la page sur LinkedIn, on a aussi cette notion d'affectation en fait de votre enregistrement dans DynamoDB sur un nœud de stockage de DynamoDB en fonction de la partition key. C'est à peu près le même principe sur Kinesis, c'est que vous prend votre partition key, AWS va appliquer une fonction de hash, un MD5 en l'occurrence, et en fonction de ça, ça va lui donner un entier, enfin une chaîne de caractères, un hash qui va convertir en entier pour ensuite l'affecter à un de vos shards. Là, on va dire que le shard 1, il va prendre tous les nombres qui sont entre 1 et 10, le deuxième va prendre tout ce qui est entre 11 et 20, etc. Et donc, en fonction de ça, on va affecter, on va du coup répartir la charge sur chacun de vos shards. Donc là, déjà, on comprend bien l'idée que si on met toujours la même partition key, en fait, on va saturer notre stream Kinesis. Même si on a mis beaucoup de shards, on va saturer un des shards, et donc du coup, on va perdre un petit peu en capacité.
Vous pouvez mettre jusqu'à 256 caractères par partition key, donc ce qui vous permet d'avoir des choses assez unitaires, assez précises. On pourrait très bien imaginer que si vous avez un SDK JavaScript, par exemple, sur votre site internet, qui va faire de la collecte de la navigation de votre utilisateur, vous traquez à chaque fois qu'il clique sur une page, à chaque fois qu'il visite une page, en fait, vous allez pouvoir tout simplement mettre en partition key, non pas une clé statique qui serait par exemple user, mais vous allez pouvoir mettre typiquement l'identifiant de la session de votre utilisateur. À sa première page vue, vous allez lui affecter un identifiant, un UID par exemple, et puis à chaque fois que tout au long de sa navigation, tous les événements, vous allez associer tous ces événements à ce user ID là, donc à cette UID, donc, qui deviendra la partition key. Ainsi, même si vous avez beaucoup de users, au final, que vous avez beaucoup de charts de l'autre côté, vous allez répartir un petit peu linéairement, linéairement, je vais y arriver, la donnée du coup sur l'ensemble de vos charts et donc du coup pouvoir vous assurer une capacité de traitement beaucoup plus élevée. Donc, comme sur DynamoDB, le choix de vos partition keys quand vous allez utiliser Kinesis est extrêmement important pour répartir au mieux la charge entre vos différents shards et donc tirer le maximum de profit, de puissance de Kinesis pour avoir une scalabilité qui est quand même assez large avec Kinesis. On va voir ça juste après au niveau des limitations. Les sequence number, alors oui, effectivement, il va être unique dans un shard. Ça va être intéressant. Il va pas être unique pour à l'échelle de votre stream, il sera unique dans un shard, donc dans un élément de traitement de Kinesis, pour une partition key donnée. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que vous allez avoir une séquence number par shard, par partition key. Ce qui peut vous assurer de la succession des événements dans un shard pour une partition key. Voilà, vous allez pouvoir, via le sequence number, c'est une garantie que vous donne Kinesis, qu'ils vont se suivre de manière linéaire, toujours, pour que vous puissiez un petit peu réordonner les informations qui sont passées dans Kinesis. Il ne peut pas du coup être utilisé pour organiser les données d'un stream. Donc effectivement, il ne peut pas être utilisé pour ordonner votre stream à l'échelle compris de votre stream. Par contre, pour une partition key dans un shard, oui, vous allez pouvoir vous en servir pour ordonner tout ça. Donc c'est intéressant. Ne pensez pas que Sequence Number va pouvoir vous aider, c'est pour faire du FIFO, par exemple, du first in, first out, où tout ce que vous allez mettre dedans, l'ordre va être conservé via le Sequence Number. Non. Vous mettez plein de choses dans Kinesis, lui, il va répartir sur les shards, en fonction des partition keys, il va du coup maintenir un compteur par partition key. Et donc, du coup, c'est ça que vous allez retrouver, c'est ça que vos consommateurs vont pouvoir exploiter derrière. En parlant des limitations, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, du coup, sur Kinesis? Alors, comme on dit, on peut écrire 1000 requêtes par seconde ou 1 méga de données par shard, et ça, c'est non ajustable. Donc, le seul moyen que vous avez pour augmenter votre capacité et la capacité de vos streams, c'est de mettre plus de shards. 5 requêtes de lecture ou 2 mégas en lecture, c'est pareil, c'est non ajustable et ça, c'est par shard. Donc, pareil, si vous voulez avoir plus de capacité de lecture, il faut mettre plus de shards. 50 flux on-demand par compte AWS, ça, c'est ajustable. Donc, effectivement, en fonction de vos applications, du design de votre infrastructure, toujours une limitation qui est intéressante à avoir en compte. Étant donné qu'il y a, on va dire, 2 écoles et pendant très longtemps, AWS poussait pour la mutualisation du coup des ressources sur un même compte. Ça, vous avez plusieurs applications qui tombent sur un même compte AWS depuis plusieurs années maintenant, et on est plutôt sur une tendance inverse d'avoir une ségrégation au niveau du compte AWS, et donc on vous pousse un peu plus à avoir un compte AWS par application. Voilà. Donc, en fonction de la topologie de votre infrastructure, si vous avez tout sur un seul et même compte et du coup vous avez potentiellement beaucoup d'applications qui vont utiliser Kinesis, sachez que vous êtes limité. Enfin, vous êtes limité, mais c'est ajustable. Donc, il faudra demander via le service quota une augmentation du coup du nombre de flux que vous pouvez créer sur votre compte AWS. On a par défaut 200 shards par compte AWS, donc sauf dans certaines régions évidemment qui sont un peu plus meilleur que nos régions, on va dire en France et en Europe, alors sauf en Irlande. Mais effectivement, par défaut, vous pouvez affecter jusqu'à 200 shards. Enfin, vous avez un crédit de 200 shards sur votre compte AWS que vous pouvez du coup répartir dans vos streams, mais à la fin, la somme de tous les shards de vos streams ne doit pas dépasser 200. Ça, c'est ajustable, encore une fois, c'est plutôt intéressant.
Donc, par défaut, vous êtes à 200 sur les régions, sur toutes les régions, sauf si vous êtes en Virginie, en Oregon ou en Irlande. Donc, si vous travaillez en Europe, vous avez peut-être des WARCODES en Irlande. Là, vous avez par défaut 500. Évidemment, ça, c'est que le mode provisionné. Donc, en mode provisionné, quand vous créez votre stream, vous dites voilà, moi, je veux que tu me donnes 10 shards. Et dans ce cas, AWS vous assure de la capacité. Dans ce cas, vous avez une tarification au shard. Par opposition, vous avez le mode on-demand, où là, en fait, c'est en fonction du flux que vous allez mettre dedans que Kinesis va avoir une capacité en fait, à adapter en fait, derrière la capacité de traitement qu'il va pouvoir avoir pour traiter votre donnée. D'ailleurs, vous pouvez convertir un stream de on-demand en provisionné 2 fois par tranche de 24 heures. J'ai mis cette limitation que ça peut être intéressant, donc elle n'est pas ajustable, mais c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous créez un stream en mode provisionné que vous allez forcément devoir garder ça. Vous pouvez très bien imaginer avoir un mode provisionné, je sais pas, la nuit par exemple, jusqu'à que votre application commence à se réveiller. Ensuite, vous pouvez passer sur du on-demand pendant la journée, histoire de pouvoir avoir quelque chose qui soit suffisamment scalable. On verra après qu'il y a quand même des limitations à ça. Mais ça peut être un des patterns à utiliser. Et du coup, à la fin de la journée, vous vous remettez en mode provisionné pour la nuit, et comme ça, vous faites aussi des coûts sur votre infrastructure. Par défaut, voilà, les nouveaux flux de données créés avec le mode de capacité à la demande ont un débit de 4 mégas en écriture et de 8 mégas en lecture. Ça, c'est intéressant. Quand vous commencez en mode, du coup, on-demand, vous avez des limitations qui sont plus élevées que si vous commencez en capacité provisionnée. Vous vous souvenez, provisionné, vous avez un débit de 1 méga en écriture par shard, d'accord? Vous avez de 2 mégas en lecture par shard. Là, ça veut dire que quand vous créez un stream en mode on-demand, par défaut, c'est comme si vous commenciez avec 4 shards derrière, en fait. Parce qu'au final, vous avez 4 mégas en écriture. Et donc, à mesure que votre trafic va augmenter, en fait, Kinesis va ajuster derrière, grosso modo, les shards qui se cachent derrière pour en fait scaler votre stream. Avec une capacité, du coup, maximum de 200 mégas en écriture, ce qui revient à dire qu'au final, votre stream va passer de 4 shards à sa création. Il peut scaler jusqu'à 200 shards au final. Et ça va être AWS qui va ajuster ce scale par rapport au flux de données que vous allez tout simplement lui envoyer. Donc, c'est intéressant d'avoir en tête ces limitations. Évidemment, le pricing va dépendre du mode que vous choisissez. Le pricing va dépendre de la capacité que vous consommez ou de la capacité que vous avez provisionnée. Après, en termes de cost optimisation, c'est intéressant de comprendre les patterns de trafic de votre application pour pouvoir choisir le meilleur mode qui va vous permettre d'avoir la meilleure capacité au moment où vous avez le plus besoin, tout en ayant des coûts les plus réduits possibles. C'est pour ça qu'on va dans le cloud à la base. Je vous parlais du coup des services de l'écosystème Kinesis. Donc en fait, on en a 4 et on va essayer du coup un petit peu de les passer en revue assez succinctement. Donc on a le Kinesis Data Analytics. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir traiter un flux de données pour faire de l'analyse, on va dire un petit peu en temps réel, de manière managée par AWS. Donc, Kinesis Data Analytics, en fait, il peut prendre en source de données différentes choses. Soit il peut prendre en source de données un stream Kinesis, c'est-à-dire que vous allez avoir des producteurs qui vont pousser dans Kinesis, et Kinesis va envoyer lui-même automatiquement les données à Kinesis Data Analytics. Vous n'avez rien à faire, juste vous branchez les deux services ensemble et c'est bon. Kinesis Data Analytics peut aussi prendre en source de données MSK, S3 et d'autres sources de données aussi qui font partie de l'écosystème AWS. Ça, c'est aussi intéressant. Il faut comprendre que vous allez pouvoir combiner en fait tous ces services-là ensemble sans devoir écrire du code au milieu qui prend d'un côté, qui renvoie de l'autre. Ça, c'est quand même plutôt intéressant quand on veut vraiment construire des pipelines. On verra dans les exemples d'architecture un petit peu plus grands. Vous allez pouvoir directement exécuter des applications Apache Flink sur votre flux de données. C'est managé par AWS et du coup, c'est scalable. Alors,
Pas trop rentrer dans les détails de la manipulation de la donnée, de la page Flink, etc. S'il y a des data analysts ou scientists dans la salle, n'hésitez pas à donner des liens peut-être pour les autres qui voudraient creuser un peu plus le sujet. Donc ça va être en gros une capacité de pouvoir exécuter des applications qui vont pouvoir faire des analyses sur votre donnée, donc voilà, faire des moyennes, faire des statistiques, faire des agrégations, jouer des requêtes SQL sur votre stream de données, quand même plutôt intéressant. Donc tout ça en live, à chaud, sans que vous ayez à manager d'infrastructure derrière, quand même plutôt intéressant. Encore une fois, il faut avoir des assez précis pour pouvoir déployer une telle solution. Mais en tout cas, ça existe et c'est sympa. FireHose, ça c'est mon service préféré dans l'écosystème Kinesis. Lui, il va être capable du coup d'ingérer les données dans le flux Kinesis. Donc toujours pareil, on peut chaîner ces composants-là, ou on peut directement utiliser l'API FireHose pour venir en fait pousser les données dedans. D'accord. Donc vous avez une API qui va directement décrire dans FireHose. Il a une capacité lui, à manipuler la donnée. Donc en fait à la modifier, à faire un traitement dessus. Donc on peut utiliser du GQ, d'accord, pour modifier nos données, pour les parser, pour les lire, pour faire quelques petits traitements dessus, sans qu'on ait de code à écrire. Si on veut aller plus loin, on va du coup pouvoir exécuter une fonction lambda. Le principe est simple. FireHose va emmagasiner un petit peu de données, donc soit par taille de données, c'est-à-dire tous les 50 mégas par exemple de données, il va du coup invoquer votre fonction lambda pour lui passer ces informations-là, et du coup pour qu'elle les modifie, qu'elle retourne la data transformée. Ça peut être aussi par temps, c'est-à-dire que toutes les 3 minutes par exemple, et bien au final, FireHose va appeler votre fonction lambda, lui donner les données, elle va les traiter, et derrière, FireHose pourra continuer son pipeline. Il va du coup pouvoir convertir les données sans que vous ayez rien besoin de faire. Typiquement, il va pouvoir convertir les données en parquet. Ça peut être aussi intéressant quand on va vouloir consolider de la donnée et la stocker de manière la plus efficace possible pour pouvoir l'exploiter au hasard avec Athena, par exemple. Et du coup, il va surtout pouvoir envoyer les données, donc tout son traitement, il va pouvoir du coup les envoyer vers plusieurs points de terminaison. C'est quand même plutôt intéressant. On va avoir du S3, évidemment. On va avoir de l'OpenSearch, donc c'est le Elasticsearch managé par AWS, pour directement indexer vos données dans OpenSearch sans que vous ayez de code à écrire au milieu. Plutôt pas mal. Dans Redshift, il peut même appeler un endpoint HTTP, donc j'ai mis API Gateway, mais c'est pour indiquer que ça peut être n'importe quel endpoint HTTP. Donc vous pouvez même utiliser FireHose pour envoyer de la donnée chez un de vos partenaires, par exemple, chez un de vos clients, chez qui vous voulez, sans que vous ayez de code à écrire. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Quelques petits exemples d'architecture, du coup, par rapport à ces outils qu'on peut retrouver dans l'écosystème Kinesis. On va avoir du coup la première architecture qu'on peut avoir, c'est simplement de l'Evenbus, entre guillemets, où on va avoir, comme je disais tout à l'heure, des producteurs qui vont effectivement envoyer les données dans Kinesis, et de l'autre côté, on va avoir des consommateurs. Il y a quelques temps, c'est quelque chose qui est assez récent, ça doit d'avoir 1 an à peu près, AWS a annoncé la capacité de pouvoir faire du filtering sur les events qui vont déclencher vos fonctions lambda. Jusqu'à présent, ce filtering devait se faire au niveau applicatif. C'est-à-dire que Kinesis réveillait votre fonction lambda dès qu'il y avait un message qui était prêt dans le stream. Votre fonction lambda lisait le message et disait « Attends, c'est pas un message que je veux, ça me concerne pas. Donc, j'arrête le traitement. » Mais votre fonction lambda était quand même réveillée. Vous deviez quand même écrire ce petit bout de code qui faisait en gros « if ». Si j'ai ça, dans ces cas-là, je m'arrête. Et donc, ça vous engendrait des coûts, parce que si vous aviez beaucoup de flux qui passaient dans le stream Kinesis, vous avez tous vos consommateurs qui se réveillaient et qui devaient applicativement dire non, je ne veux pas traiter ce message-là. AWS a changé ça, donc maintenant vous pouvez directement, au niveau du trigger de votre fonction lambda, donc quand vous la branchez, quand vous la raccrochez en fait à votre stream Kinesis, indiquer quel type d'événement vous voulez recevoir. Donc vous avez une capacité de pouvoir filtrer selon des attributs du message qui transite dans Kinesis. Donc si vous structurez tous vos messages d'une certaine manière, vous allez pouvoir les parser, entre guillemets, pour dire, voilà, moi je ne veux prendre que les objets qui contiennent cette valeur-là dans cette clé-là. Typiquement, vous envoyez un message en JSON dedans.
Donc, c'est quand même très puissant et ça surtout vous permet de réduire vos coûts parce qu'au final, quand votre fonction lambda va être déclenchée, c'est vraiment qu'elle est légitime, qu'elle doit traiter cet événement-là parce que vous avez fait porter la configuration du routage, entre guillemets, au niveau du trigger lambda. Donc, c'est plus au niveau de votre code, c'est vraiment au niveau infrastructure. Et donc, AWS prend en charge du coup à ses frais, entre guillemets, le fait de à chaque fois recevoir les messages de Kinesis, voir que ça ne matche pas avec vos critères, et du coup de ne pas réveiller votre fonction lambda. Donc au final, vous faites des économies parce que vous avez moins d'invocations lambda, moins de code à écrire, etc. etc. Donc bonne stratégie. On va avoir un autre pattern un peu plus avancé que j'ai appelé le database sync, donc à base de RDS. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand vous migrez dans le code. Vous ne pouvez pas forcément tout migrer sur DynamoDB dans le coup, parce que on a tous un legacy, on a tous des choses qu'on faisait avant ailleurs avec du MySQL ou des bases de données de ce type-là, bases de données relationnelles. Il se peut même que, de par les besoins de votre métier, vous ne puissiez pas forcément migrer sur DynamoDB ou sur d'autres types de bases de données NoSQL, vous allez devoir garder un MySQL. Pour autant, vous partez sur un développement d'architecture orientée service. Vous voulez créer de nouveaux services, de nouveaux microservices qui ont leur propre base de données, etc. Mais votre référentiel dans votre entreprise, ça reste RDS. Voilà. Et bien, du coup, va se poser la question de synchroniser au final les bases de vos microservices avec la donnée qui peut potentiellement être présente dans votre base RDS. Là, vous avez ce type d'architecture qui peut vous aider. Donc, on a RDS qui est tout à gauche. On a ensuite DMS, Database Migration Service. On fera peut-être un épisode dédié dessus parce que c'est un composant qui, pour moi, est assez sous-coté, pas forcément beaucoup mis en avant, et qui pourtant est extrêmement puissant quand on veut justement migrer facilement dans le cloud et travailler avec des architectures, on va dire, plutôt serverless, DynamoDB, etc. et des architectures un peu plus traditionnelles, MySQL, RDS, etc., etc. Donc en fait, ce que va faire DMS, il va se comporter comme un serveur slave de RDS. Donc il va en fait aspirer, donc il va être notifié de tout ce qui se passe sur chacune de vos tables sur RDS. Alors évidemment, vous pouvez configurer pour qu'il n'écoute que certaines bases, que certaines tables, etc., etc. Mais voilà, donc dès qu'il y a un insert, un delete, un update dans RDS, automatiquement, lui, il le sait. Et donc il va convertir cette information-là dans un stream Kinesis. Donc, dans Kinesis, vous allez avoir des data records qui vont contenir l'insertion, la modification ou la suppression d'un élément. Et donc, vous avez évidemment le type d'opération qui s'est passé. Si c'est un insert, si c'est un update, si c'est un delete. Là, comme on l'a vu précédemment, vous avez une capacité, si vous utilisez du coup Firehose, par exemple, de pouvoir traiter votre donnée pour peut-être la modifier, la remettre en forme, renommer vos colonnes, tout ce que vous voulez. Bref, vous pouvez agir éventuellement ici. Et donc, si on continue le chemin sur la droite du schéma, on a derrière plusieurs consommateurs qui vont écouter ça, qui vont écouter ce qui se passe. Et donc, vous allez pouvoir typiquement mettre une petite fonction lambda qui va venir écouter ce qui se passe dans Kinesis pour peut-être synchroniser directement sur la table DynamoDB. Donc avec ce type de pipeline-là, vous avez au final qu'un petit bout de code écrit au niveau de votre fonction lambda qui va parser le data record qui est dans Kinesis et l'injecter du coup dans DynamoDB, et vous avez une chaîne complète managée pour streamer votre donnée de votre table RDS jusqu'à votre table DynamoDB. C'est très pratique quand on est dans une architecture orientée service, qu'on veut synchroniser plusieurs microservices avec de la même donnée, et que votre référentiel dans votre entreprise, c'est du RDS, via DMS Kinesis, vous avez cette capacité de pouvoir du coup streamer comme ça votre donnée et l'envoyer à tous vos services pour qu'ils puissent se créer leur propre référentiel de données. Le fait de faire ça peut aussi éviter, quand on est dans une nature orientée service, on peut parfois, quand on a peut-être pas très très bien designé les choses, être amené à un service va appeler un autre, qui va appeler un autre, qui va appeler un autre, pour récupérer de la donnée. En fait, avec ça, tous les services peuvent au final se synchroniser avec du coup votre référentiel de données d'entreprise qui serait sur RDS. Plutôt intéressant. On a grosso modo la même chose avec du DynamoDB, parce que DynamoDB a une capacité d'avoir un stream
Donc DynamoDB, pareil, comme FreeDMS, en fait, va pouvoir vous envoyer dans Kinesis tous les événements qui sont passés sur la table. Alors, toutes les insertions, les modifications, les suppressions. Et donc, vous pouvez très bien récupérer ça dans Kinesis pour ensuite brancher une petite fonction lambda derrière et faire du coup des traitements, faire des comportements métiers asynchrones. C'est peut-être aussi intéressant à faire, c'est-à-dire que vous avez votre process métier qui va répondre de manière synchrone à votre client, qui va faire l'insertion dans DynamoDB. Ensuite, vous allez avoir ce petit pipeline qui va se mettre en place, qui est en temps réel, hein, et qui va permettre de faire du coup des traitements asynchrones basés sur les écritures qu'il peut y avoir dans votre table DynamoDB. C'est pareil, c'est scalable, c'est managé, c'est résilient. C'est résilient parce que, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, Kinesis a une capacité de rétention. C'est-à-dire qu'il va pouvoir emmagasiner de la donnée envoyée par les consommateurs et il va pouvoir la garder un certain laps de temps. C'est-à-dire que quand vos consommateurs en fait vont venir lire en fait le stream Kinesis, vous allez pouvoir indiquer, en fait ils vont indiquer derrière une sorte de séquence number pour qu'ils récupèrent certaines parties de là où ils s'étaient arrêtés avant. D'accord. Alors quand vous faites une intégration lambda Kinesis, en fait ça vous voyez pas, c'est Amazon qui le fait pour vous. Mais si vous êtes sur des applications un peu plus traditionnelles, que vous faites tourner sur des machines EC2, vous avez en fait un SDK Kinesis qui va vous permettre de aller en fait pouler, donc vraiment aller chercher dans Kinesis les éléments du stream. Et donc à ce moment-là, vous avez en fait une capacité à revenir en fait sur des événements que vous avez pu rater dans le passé. Donc Kinesis va emmagasiner la donnée, et si vous en fait vous étiez KO pour le moment où vous souhaitiez la traiter, vous allez pouvoir venir la chercher un petit peu plus tard pour faire de la reprise sur erreur ou ce genre de choses. Donc on peut avoir des capacités de rétention, d'agrégation au niveau de Kinesis qui vont permettre de pouvoir reprendre vos traitements métiers par la suite. Parce qu'il y a du coup cette capacité de rétention. La rétention, c'est quelque chose à configurer au moment où vous créez votre stream. Donc ça peut aller, comme vous disiez, de 1 jour à 1 an. C'est quand même pas mal que si vous êtes capable d'avoir 1 an, on peut supposer que si vos consommateurs sont KO, il y a peu de chances qu'ils vont rester pendant 1 an. Sauf si vous avez pris des grandes vacances et que vous vous occupez pas de votre infra, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, intéressant aussi ce pattern-là pour faire des choses, on va dire, de manière asynchrone et voilà, scalable, résiliente, managée, etc., etc. Les logs streaming, ça c'est quand même quelque chose qui est assez courant, dont on a qu'on veut tous, hein. On a tous plein d'applications, peut-être même sur plusieurs comptes AWS différents, et au bout d'un moment, on aimerait tout centraliser. Donc CloudWatch, lui, a une capacité de pouvoir streamer automatiquement, c'est inclus dans CloudWatch. Alors, ça se fait pas via la console, il faut creuser un petit peu dans la doc, il faut jouer un petit peu avec la ligne de commande ou les API, mais vous avez une capacité de pouvoir configurer pour chacun de vos log groupes un stream Kinesis de destination. En fait, vous allez même pouvoir configurer un pattern de filtre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit prendre tous les messages, soit par exemple, vous allez pouvoir streamer que vos logs d'erreur ou que vos logs de certains niveaux ou que vos logs qui matchent avec un certain pattern. Donc là, ce que fait CloudWatch, c'est que donc, les messages arrivent dans le log group. S'ils matchent votre filtre, il va du coup les envoyer à Kinesis. Les envoyer à Kinesis, derrière, vous allez pouvoir les envoyer à FireHose. Et les envoyer à FireHose, du coup, vous allez pouvoir les stocker sur S3. Et maintenant qu'ils sont sur S3, les requêter avec Athena, par exemple. Donc, vous avez une capacité de pouvoir monter cette chaîne-là. Pareil, vous n'avez aucun bout de code à écrire. C'est managé, c'est hautement disponible. C'est du coup scalable pour agréger tous vos logs cross-account, parce que vous allez pouvoir mettre, en fait, vous allez pouvoir faire parler un Kinesis qui est sur le compte A avec un FireHose qui est sur le compte B. Vous pouvez faire en fait du cross-account comme ça, ce qui vous permet du coup dans ce type d'architecture-là de pouvoir avoir tous vos logs CloudWatch qui sont potentiellement sur plusieurs comptes, mais à la fin avoir toute la consolidation de cette donnée-là sur un seul FireHose mis du coup sur un seul et même compte d'agrégation de logs, etc. Donc c'est des patterns un peu plus avancés, mais quand vous avez une organisation, que vous avez plusieurs comptes, vous savez que la gestion des logs, c'est quand même quelque chose qui est assez
fondamentales et qu'on a besoin de pouvoir les consolider. Donc, intéressant comme pattern. Voilà, c'était tout pour Kinesis. Donc, on a vu quand même beaucoup de choses sur comment ça pouvait, comment ça marchait, ce que ça pouvait faire. Il y a encore beaucoup de choses à en dire. Il nous reste un petit peu de temps, donc si vous avez des questions, si vous avez des cas d'usage dans votre entreprise, on peut en discuter si vous le souhaitez. Vous retrouverez du coup la vidéo, on mettra les slides aussi sur le LinkedIn du Cloud Talk France et sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez revenir sur les slides. Il y a souvent des liens que je mets en bas qui vous amèneront directement sur des pages de la documentation AWS pour vraiment, peut-être si vous voulez deep dive un sujet en particulier. Mais voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui sur traiter vos flux de données en temps réel grâce au stream Kinesis. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. On avait une question de Quentin qui demande si un producteur peut-il aussi être consumer. Ah oui, oui, bien sûr. Au final, si on part sur une fonction lambda, ta fonction lambda peut tout à fait utiliser l'API du coup Kinesis, donc le SDK AWS pour pousser un message dedans et avoir un trigger pour être consumer. Évidemment, si c'est ça, évite de pousser un message que tu viens de recevoir parce que tu risques vite de tomber dans une boucle infinie. Et avec Lambda, ça peut vite coûter très très cher, mais en soi, il n'y a rien qui empêcherait de le faire. Après, c'est que du design logiciel à avoir, mais oui, ça marche tout à fait. Il faut quand même déterminer les cas d'usage, mais ça se fait. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été parmi nous. On se retrouve du coup pour le prochain webinaire le mois prochain. Suivez-nous sur la page LinkedIn Cloud Talks France. Merci à vous. Bonne journée, bon après-midi.